Ayant jusqu'à présent abordé la violence du point de vue de sa longue absence dans les sciences sociales, de son introduction incertaine et parfois équivoque dans ce champ, de sa définition contestée et souvent augmentée, de l'exploration de ses origines mythiques et enfin, comme nous venons de le voir, de certaines de ses généalogies intellectuelles, je voudrais maintenant entrer en quelque sorte dans le vif de la violence. Au lieu de ce qu'on en dit ou de ce qu'on n'en dit pas, il s'agit de s'intéresser à ce qu'elle est et ce qu'on en fait. Je vais donc la traiter comme un objet d'une recherche portant sur les manières d'écrire, de l'écrire, de la représenter, de la tester, de la qualifier et finalement peut-être de la comprendre, voire même de la refuser. Écrire sur la violence donc, ou plutôt peut-être écrire la violence. Pourquoi le faire? Et comment? Quels écueils éviter? Quels défis relever? Y a-t-il des faits qu'il vaut mieux taire et d'autres dont au contraire il faut parler? S'il importe de faire entendre la voix des victimes, doit-on pour autant se priver de celle des auteurs de la violence? Pour apporter quelques réponses à ces interrogations, je partirai de cas extraits à la fois d'œuvres littéraires et de travaux de sciences sociales, pour analyser comment la liberté des premières, les œuvres littéraires, et les contraintes des seconds, les travaux des sciences sociales, se traduisent dans les récits de violence. Puis j'examinerai les solutions qui sont imaginées par des autrices et des auteurs pour rendre compte des différents points de vue sur la violence, soit qu'ils en choisissent un, celui de l'être violenté ou de l'être violent, et s'y tiennent, soit qu'ils les contrastent pour mieux en souligner les différences et les enjeux. Le titre de l'ouvrage de l'anthropologue sri-lankais de l'Université de Columbia, Valentine Daniel, Shared Lullabies, littéralement berceuse calcinée, est à première vue mystérieux, voire incompréhensible, mais on en devine la signification dès les premières pages lorsque l'auteur explique ce qu'était son projet initial de recherche et ce qu'il est devenu. En 1982, en effet, il obtient un financement dans le pays d'où il est originaire et qui a 10 ans plus tôt perdu son nom colonial de Ceylan, afin d'y étudier les chants des femmes dans les plantations de thé. Son idée est de raconter autrement, à travers ces mélopées traditionnelles entendues lors de précédents séjours, l'histoire de cette île et la dureté des conditions de travail des ouvrières. Mais une année plus tard, arrivé sur place, il découvre que vient de se produire un pogrom perpétré par la majorité singalaise contre la population tamoule avec la bénédiction tacite du pouvoir et de la police. On dénombre plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers d'habitations détruites par le feu. Aucune des femmes dont il espérait recueillir les chants n'a plus le cœur à les lui faire entendre, et il découvre la plus talentueuse d'entre elles, qu'il connaît bien, occupée à fouiller les restes de sa maison dans l'espoir d'en sauver quelques objets. Les prémices d'une guerre qui fera 100 000 victimes conduisent alors le jeune anthropologue à changer complètement son objet et sa méthode de recherche. Il décide d'étudier la violence. Il se trouve confronté cependant à 5 écueils. Premièrement, dépeindre la violence de manière brute sans l'intention d'y rendre son lectorat sensible expose cependant à produire un sensationnalisme potentiellement obscène qu'il qualifie d'ailleurs de pornographique, même si le récit est à cet égard moins cru bien sûr que l'image. Deuxièmement, adopter une démarche inverse, consistant à élaborer une théorie en s'éloignant de la représentation des faits eux-mêmes, peut faire perdre de vue l'expérience de la souffrance dont il a recueilli les témoignages et conservé les traces. Troisièmement, se taire, renoncer à s'exprimer sur ce qu'il a vu et entendu, c'est trahir ces femmes et ces hommes qui se sont confiés à lui dans l'espoir qu'il communique au monde leur expérience, et c'est en même temps abdiquer sa responsabilité de chercheur à l'égard du travail qu'il a mené auprès d'eux. Quatrièmement, raconter des récits
Rapporter des propos, décrire des personnes, c'est potentiellement permettre à d'autres de les reconnaître et dès lors de les mettre en danger. Et ce, même s'il prend le soin d'anonymiser les individus, les lieux et les circonstances. Cinquièmement, enfin, publier des textes présentant les résultats de son enquête lui fait courir à lui le risque d'être interdit de séjour dans son propre pays, voire d'être lui-même victime de répression de la part tant de l'État que de diverses organisations de lutte armée. Écrire sur la violence lui paraît donc un défi. Pourtant, un jour, une sorte de révélation a lieu. Il parle de ce moment où le devoir d'écrire sur la violence, je le cite, a transpercé comme un cri dans l'obscurité le monde de mes autres préoccupations. Il menait un entretien avec une femme dont le père avait été tué par les soldats de l'armée sri-lankaise. Le cadavre de cet homme avait été attaché à leur véhicule et traîné dans la poussière. Bouleversée, la fille de ce dernier implore le chercheur « Vous êtes un homme qui avait parcouru le monde, s'il vous plaît, dites à tous et tous ce qu'ils ont fait à mon père, comment ils l'ont traité. » Un peu plus tard, dans l'entretien, elle change toutefois d'avis. « S'il vous plaît, ne racontez pas cette histoire, ne la racontez à personne. Mon père était un homme tellement digne, il ne se présentait jamais pour le dîner sans avoir pris un bain et s'être vêtu d'une chemise blanche propre. Je veux que personne ne se souvienne de lui tel que je le vois, moi, avec ses habits arrachés de son corps. » Que doit faire l'anthropologue dans ce cas? Doit-il prendre sur lui de dire ce qui est, ou bien est-il préférable qu'il se taise? Doit-il devenir un messager de la souffrance des victimes de violences, ou bien vaut-il mieux qu'il protège la confidentialité de l'information qu'il détient? Sa position est singulière. Je le cite, les poètes, les romanciers, les écrivains de talent ont le privilège de ne pas avoir à rendre compte du pourquoi et du comment de la manière dont ils choisissent de représenter leur sujet dans leurs écrits. Pendant longtemps, poursuit-il, il en était de même en ce qui concerne les chercheuses et les chercheurs en sciences sociales, pour autant qu'ils semblent se satisfaire des règles de leur métier, à savoir un vocabulaire neutre et un cadre analytique. Or, depuis que l'ethnographie est considérée, entre autres choses, comme, je le cite, une forme littéraire, elle est devenue, selon lui, comptable non seulement de ses qualités esthétiques, mais aussi de ses implications politiques. Il me semble qu'à cette analyse, il faudrait toutefois ajouter deux éléments. Premièrement, l'écriture des poètes et des romanciers procède de leur imagination. Ils inventent des langages, ils créent des personnages, ils conçoivent des histoires qui peuvent leur donner accès à une forme de vérité que l'on pense pour la poésie à Emily Dickinson ou à Mahmoud Darwish, ou pour le roman à Marcel Proust et Toni Morrison. Anthropologues et sociologues, eux, sont en principe tenus par une sorte de principe de réalité. Les scènes qu'ils relatent, les gens dont ils parlent, les propos qu'ils rapportent sont censés avoir existé. Leur écriture est circonscrite par ce qu'on peut appeler la factualité des faits. Et bien sûr, dans leur restitution de ces faits, ils opèrent des choix en fonction de ce qui leur paraît pertinent, mais aussi tout simplement de ce qu'ils ont vu, entendu, compris. Ils ne tendent donc pas un miroir exhaustif et fidèle des mondes sociaux qu'ils étudient, mais en reflètent quelque chose de ce qu'on peut appeler, faute de meilleurs mots, le réel. Cette dualité de la vérité et de la réalité, je l'ai analysée dans un article précisément intitulé « True Life, Real Lives », soit « vraie vie » au singulier, « vie réelle » au pluriel. Et je proposais une comparaison entre, d'une part, le roman « Disgrace » de Coetzee et mon livre « Quand les corps se souviennent », comme deux manières d'appréhender les années de post-apartheid en Afrique du Sud. Et d'autre part, la première saison de la série The Wire de David Simon, et mon ouvrage La force de l'ordre, comme deux façons de donner à voir l'activité policière. Dans chacun des cas, la fiction permet une liberté créative et même une efficacité narrative, tandis que l'ethnographie, contrainte par les faits, se trouve précisément limitée par ce que l'ethnographe en saisit, sans s'autoriser à combler les trous de son ignorance et les lacunes de son incertitude par son imagination.
La liberté de la fiction permet à celles et ceux qui la pratiquent d'atteindre des profondeurs humaines. La complexité psychologique de la sœur du personnage principal de Disgrace, après qu'elle a été violée dans sa petite ferme par un homme noir, ouvre une perspective éclairante sur l'ambivalence des relations raciales, alors que l'ethnographie des townships et des anciens homelands, telle que je l'ai conduite, permet difficilement d'accéder aux subjectivités de celles et ceux qu'on y rencontre, et même au milieu desquels on vit. Par ailleurs, l'efficacité cinématographique se manifeste dans une scène de 6 minutes de The Wire, montrant comment des policiers qui s'ennuient décident d'aller provoquer les habitants d'une cité d'habitat social, humilient 2 jeunes choisis au hasard, en éborgnent un autre d'un coup de crosse, puis de retour dans leur bureau, forgent avec leurs supérieurs une justification à leurs exactions, alors que l'ethnographie des forces de l'ordre, dans la banlieue parisienne telle que je l'ai réalisée, ne décèle généralement pas une situation unique réunissant toutes ces dérives professionnelles et doit donc assembler peu à peu un puzzle en interprétant le sens de chaque pièce. Mais à la différence de la fiction, dont on sait que même si elle est réaliste ou dite réaliste, elle est le produit de l'imagination, de l'autrice ou de l'auteur, l'ethnographie, elle, est censée relater ce qui s'est réellement passé. Et d'ailleurs, il est rare que soient constatés les faits rapportés. On peut certes les relativiser, affirmer qu'ils ne sont pas représentatifs, critiquer l'interprétation qui en est donnée, mais il est rare qu'on les mette en question. À quelques exceptions près, comme on l'a vu avec le livre d'Alice Goffman, On the Run, dont le récit de la vie quotidienne des jeunes hommes noirs à Philadelphie a fait l'objet de vérifications obsessionnelles et de critiques féroces et même de menaces d'action en justice, mais dont la véracité des faits, tels qu'ils sont décrits, a finalement été pour l'essentiel établie. En somme, la fiction détient les clés de la vérité, l'ethnographie, celle de la réalité. Deuxièmement, même si toute restitution d'une recherche de terrain pose des problèmes et des questions éthiques, écrire sur la violence en soulève qui sont spécifiques à cet objet et au respect des sujets qu'il implique. Ces questions se posent déjà sur le terrain, dans le recueil des témoignages, avec le risque pour les victimes de leur faire revivre des moments douloureux, voire de générer des souffrances psychiques auxquelles on n'a guère les moyens de répondre. Et même pour les auteurs de violences, de bénéficier d'une relation de confiance pour obtenir des confidences dont la révélation peut les mettre en danger. Or, l'ethnographe n'est ni un psychanalyste, dans le premier cas, ni un policier, dans le second. Lors du passage à la rédaction, en vue généralement d'une publication, ce sont de nouvelles interrogations qui émergent. Il faut d'abord se demander si l'on peut écrire au sens d'y être autorisé par les personnes concernées et d'en avoir la légitimité au regard de sa propre position. Mais symétriquement, on peut se demander aussi si l'on doit écrire, en sachant que ne pas le faire, c'est potentiellement trahir celles et ceux qui se sont confiés et voulaient ainsi transmettre ce qu'ils ne parvenaient pas à faire entendre. L'ethnographe n'est sûrement pas un porte-parole, mais il peut porter certaines paroles. Il faut ensuite se demander comment écrire et quoi écrire, quelle place accorder à l'émotion tout en évitant le pathos, de quelle impartialité faire preuve quand le rapport de pouvoir entre les protagonistes est si déséquilibré. L'ethnographe n'est pas tenu de tout raconter, mais il est comptable de ce qu'il donne à lire ou à entendre, et jusqu'à un certain point au moins, des réactions qu'il suscite dans son lectorat ou dans son audience. De cette responsabilité, j'ai eu une conscience vive il y a une vingtaine d'années, alors que je travaillais en Afrique du Sud sur l'épidémie de sida et ses conséquences tant individuelles que collectives. Je menais ce soir-là dans le township d'Alexandra, qui est la dernière trace de ce que fut l'apartheid au cœur de Johannesburg, un entretien avec une jeune femme qui était à un stade avancé de cette maladie. Elle vivait avec sa fille de 12 ans dans 2 petites pièces situées dans la cave d'une masure précaire appartenant à une autre famille qui lui louait ce sous-sol sombre et mal isolé. Elle avait appris de la volontaire d'une association caritative locale qui lui dispensait des soins que des chercheurs étrangers, je travaillais alors avec l'un de mes anciens étudiants, Frédéric Lemarcy, conduisaient des enquêtes dans les environs et elle avait demandé à nous rencontrer.
Ayant tenu, malgré sa grande fatigue, à nous offrir du thé, elle commença presque immédiatement à raconter son histoire. Née à Soweto, elle avait été élevée, après le départ de son père, par une mère alcoolique auprès de laquelle elle devait rester dormir dans la rue lorsqu'elle était ivre. Son frère, dont elle était très proche, avait été tué par la police à la suite d'un vol de voiture. L'homme avec lequel elle avait vécu pendant 10 ans l'avait trompée avec une autre femme et lui avait transmis le virus qui était en train de la tuer. « Vous voyez, c'est ça ma vie, disait-elle, une vie de misère. Nous avons tant souffert. » Elle avait pourtant rêvé d'une autre vie. Elle écrivait des récits et des poèmes. Elle voulait devenir médecin pour soigner les pauvres, disait-elle. Bonne élève en classe, elle avait d'ailleurs eu une bourse pour partir à l'étranger, mais leur maison avait brûlé avec tous ses documents. Elle était restée dans le township. « Maintenant, ma vie est en train de sombrer, concluait-elle d'une voix faible, allongée dans son grand lit, le corps émacié, le visage bouffi. La jeune femme, dont il était encore possible de deviner qu'elle avait été naguère jolie, souriait tristement. Il y avait une telle urgence à dire son histoire, elle avait tant insisté sur son désir de reprendre l'écriture que nous lui avons donné un cahier d'écolier. À sa mort, 3 mois plus tard, nous fut rendu ce cahier dont elle avait rempli quelques pages, reprenant sa narration autobiographique qui se terminait par cette phrase « C'est tout ce que je peux partager avec vous de ma vie ». Message testamentaire, bouleversant, dont je me suis demandé ce que je pouvais et devais faire. Ce legs à des anthropologues qu'elle ne connaissait pas devait à l'évidence être reconnu pour ce qu'il était, un don. Il appelait par conséquent un contre-don, selon le triptyque de l'échange en société tel que conçu par Marcel Mauss dans son fameux essai « Donner, recevoir, rendre ». Mais quel contre-don ? Il m'a semblé que l'insistance à nous transmettre l'histoire de sa vie par oral puis par écrit signifiait une volonté de la faire connaître. Évidemment pas seulement à ces étrangers qui lui rendaient visite, mais à travers eux au monde, ou tout au moins à d'autres ailleurs. De son existence subsisterait ainsi une trace, une mémoire de son existence et des violences qui en avaient marqué le cours. Car plus que la souffrance de son agonie qu'elle taisait pudiquement, c'était l'injustice des violences qu'elle exposait. L'enfance pauvre, l'abandon du père, l'addiction de la mère, l'assassinat du frère, la trahison du compagnon, l'agonie dans une cave sans lumière naturelle, avec en filigrane cette vie de misère, comme elle le disait, la violence structurelle de l'apartheid, de la ségrégation, de la relégation et pour beaucoup de la déréliction. Il m'est alors apparu nécessaire de dire son histoire, de le faire dans ces mots, pour que quelque chose reste de ce qu'elle avait été, comme elle nous l'avait fait comprendre. Il y a pourtant ici un dilemme entre la nécessité d'écrire la violence et l'impossibilité de le faire, ou plus exactement de le faire de la manière que les mots ne trahissent pas ce qu'elle est ou ce qu'elle a été, l'expérience qu'en ont eue les victimes, peut-être les auteurs, le sens dont elle était porteuse pour les uns mais aussi pour les autres. Il est d'ailleurs peu fréquent que les victimes ou les auteurs de la violence écrivent, les premières parce qu'elles peuvent avoir péri ou être traumatisées au point de ne pas être en mesure de raconter ou bien avoir décidé d'oublier ou au moins de taire, ou encore ne pas avoir les ressources nécessaires à l'élaboration d'un récit entendable. Et les seconds, les auteurs, parce qu'ils sont dans le déni ou la dénégation, ne reconnaissant pas leurs responsabilités, ou tout simplement cherchant à éviter les poursuites judiciaires. Il existe cependant des exceptions, notamment les survivantes et les survivants des camps de concentration et d'extermination nazis, dont les récits ont donné lieu à ce qu'on appelle parfois la littérature de la Shoah, que je développerai plus tard. Et plus récemment, les personnes ayant subi des abus sexuels, le plus souvent des femmes, dont les témoignages ont permis l'émergence de ce qu'on désigne comme la littérature à l'heure de MeToo. La narration des faits de violence par celles et ceux qui les ont subis est cependant rare. Ce sont le plus souvent des tiers appartenant au monde des lettres et des sciences sociales qui effectuent ce travail. À la différence de ces victimes qui se sont faites écrivaines, voire sociologues, anthropologues ou historiennes de leurs conditions, la plupart des autrices et des auteurs qui veulent se saisir de la violence sont en fait des écrivains, des sociologues, des anthropologues, des historiens qui n'en sont pas les victimes.
Deux autrices semblent particulièrement intéressantes par leur écriture de la violence, la sud-coréenne Han Kang, lauréate du prix Nobel de littérature 2024, et la palestinienne Adania Shibli, récipiendaire du Liberatur Prize 2023 de Francfort. Bien que la violence ait été présente en filigrane dans plusieurs de ses premiers écrits, Han Kang en a fait la matière principale de ses ouvrages récents à partir notamment de Celui qui revient, publié en 2014. Le roman porte sur le massacre de plusieurs milliers de jeunes manifestants ordonnés en 1980 par la junte militaire sud-coréenne qui avait renversé et assassiné le dictateur Park Chung-hee. La répression a eu lieu lors du soulèvement de la ville de Gwangju, où est née l'autrice, mais où elle ne résidait pas lors de la survenue de ces événements. Dans le contexte de la loi martiale qui a suivi, la mémoire de la tragédie a fait l'objet d'une censure. Elle n'était pas cependant effacée, et lors de la tentative de coup d'État de décembre 2024, la ville s'est mobilisée à nouveau afin de défendre l'ordre démocratique menacé. Pour raconter plus de 3 décennies plus tard ce qui s'est passé lors de ces journées, Han Kang alterne en 6 chapitres les tableaux, les personnages, les moments et les styles. Le premier chapitre, à la deuxième personne grammaticale, montre un collégien cherchant dans un bâtiment public où sont rassemblés les cadavres ramassés dans les rues le corps de son ami lycéen. Je cite: « Sous les morceaux de tissu que tu t'apprêtes à soulever t'attendent un visage portant une longue déchirure, une épaule tranchée. » Deuxième chapitre, à la première personne, cette fois, suit l'errance de l'âme de cet ami assassiné, qui se souvient des moments de bonheur tandis que son corps commence à se décomposer sur un charnier. Je cite: « Je pense à mes flancs qui pourrissent, je pense à la balle qui les a transpercés. » Troisième chapitre, désormais à la troisième personne, présente une scène d'interrogatoire d'une employée de maison d'édition de laquelle on veut obtenir des informations au sujet d'un traducteur avec lequel elle a travaillé et que recherche la police. Citation: « Elle va oublier les 7 gifles. À raison d'1 par jour, elle en aura pour 1 semaine. » Le quatrième chapitre, de nouveau à la première personne, rapporte les séances de torture subies par les manifestants incarcérés qui se remémorent leur lutte désespérée face à l'armée comme pour oublier leur présente déchéance physique. Je cite: « Des plaies qui suintaient du pu épais, de la salive puante, du sang, des larmes, de la morve, de la pisse, de la merde dans le sous-vêtement, c'est tout ce que j'avais, ou plutôt c'était moi. » Le cinquième chapitre, à la deuxième personne, et cette fois au pluriel, décrit 10 ans plus tard les hésitations d'une femme sollicitée par un étudiant qui veut documenter les violences subies par les personnes qui s'étaient dressées contre le coup d'État. Je cite: « Pouvez-vous révéler qu'une règle en bois de 30 cm est entrée plusieurs dizaines de fois jusqu'au bout de votre utérus? Pouvez-vous révéler qu'une crosse de fusil vous a déchiré et écrasé le vagin ?» Le sixième chapitre, à la première personne encore, plonge dans la douleur de la mère du collégien du début, tué pendant la révolte. Je cite: « Ce soir-là, je suis monté sur la terrasse de l'hôpital. J'ai déroulé la banderole depuis la rambarde et puis j'ai crié « Rends-moi mon fils, lynchons l'assassin !» Dans l'épilogue, c'est l'autrice, devenue narratrice, qui se rappelle les bribes de dialogue entendues chez elle à propos de ces événements et qui raconte son retour dans sa ville natale, devenue pour elle un symbole de toutes les répressions. Je cite: « Gwangju était donc un autre nom pour tout ce qui avait été isolé, écrasé et abîmé par le pouvoir. » En multipliant ainsi les regards de personnages dont on découvre progressivement les liens amicaux, voire familiaux, en faisant des allers-retours entre l'écrasement de la révolte, les souvenirs heureux et les épreuves endurées, en alternant les énoncés allusifs effleurant les faits et les descriptions crues les plaçant en pleine lumière, enfin en diversifiant les formes d'exposition, Han Kang dit avec émotion mais sans pathos, avec réalisme mais sans voyeurisme, les souffrances de ces personnages pris dans la violence de leur histoire nationale. C'est une toute autre construction que propose Adania Shibli dans Un détail mineur, dont l'original arabe est paru en 2017.
Au cœur des deux récits qui se succèdent dans le livre, il y a le viol et le meurtre d'une jeune fille bédouine dans le désert du Negev par un groupe de soldats israéliens le 12 août 1949, un an donc après la Nakba. Le crime a été révélé en 2003 par une enquête de journalistes israéliens qui ont pu reconstituer les faits. Ce jour-là, au cours d'une patrouille dans les environs de l'avant-poste où il était stationné, le peloton militaire avait capturé une adolescente d'une quinzaine d'années qui, en compagnie de 2 hommes palestiniens, gardait quelques chameaux. Les pasteurs furent mis en fuite et leurs bêtes furent abattues. De retour dans leur campement, la fille fut déshabillée publiquement et lavée nue dans un jet d'eau, puis on lui coupa les cheveux et on appliqua du kérosène sur son cuir chevelu avant de la conduire dans une cabane inoccupée. Le soir, au cours d'une fête arrosée, le commandant prit la parole devant ses hommes en leur proposant une alternative. Soit employer leur captive à la cuisine, soit prendre du plaisir avec elle. Les soldats votèrent pour la seconde option en entonnant des chants obscènes et à chacune des 3 équipes composant la section fut accordée une journée pour profiter de la fille. Après ce viol collectif, la captive fut emmenée dans le désert où des soldats se mirent à creuser un trou. Comprenant ce qui allait se passer, l'adolescente se mit à courir mais fut abattue d'une balle dans la tête. Son cadavre fut enterré sous une mince couche de sable. Interrogé par un supérieur sur la raison pour laquelle la captive n'avait pas été libérée et reconduite chez les siens, le commandant de cette unité répondit « Il aurait été dommage de gâcher de l'essence pour ça ». Dans son rapport sur le crime, le commandant écrivit « J'ai fait prisonnière la fille arabe. La première nuit, les soldats ont abusé d'elle et le lendemain, j'ai jugé bon de la supprimer. » L'affaire fut évoquée dans son journal par l'ancien Premier ministre David Ben-Gurion, qui parla d'une horrible atrocité, je le cite, mais elle demeura enfouie jusqu'au début des années 2000 dans les documents classifiés de l'armée. Le livre d'Adania Shibli se compose de 2 sections. Dans la première partie, à la 3e personne, on suit l'officier israélien en charge du peloton dans son quotidien de militaire froid, rigoriste et autoritaire, obnubilé par des préoccupations d'ordre et d'hygiène, sortant quotidiennement de son campement dans le Negev en quête de présence arabe indésirable dans les alentours, jusqu'au jour où il tombe sur les 3 bergers palestiniens. Personnage énigmatique, il n'est jamais nommé non plus qu'aucun de ses soldats. Quant à la fille, on ne sait rien d'elle. On l'entend seulement crier lorsqu'elle est capturée, puis quand elle voit creuser sa tombe, et on la voit pleurer silencieusement lorsqu'elle sort dans la cour après avoir été violée. Le style est sobre, d'une objectivité poussée à l'extrême, sans jugement porté sur les actes et ceux qui les ont perpétrés. L'autrice porte un regard clinique sur les événements, évitant tout ressort émotionnel, y compris dans la relation des violences subies par l'adolescente. Seul son chien exprime par ses tremblements et ses gémissements la montée de l'anxiété. Le viol par l'officier donne lieu à un bref récit dépouillé. Je cite. « Sa main droite couvrant sa bouche et sa main gauche serrant son sein droit, le grincement du lit se fit entendre dans le silence de l'eau, puis s'amplifia et s'intensifia, accompagné par le hurlement du chien. Après que le grincement eut enfin cessé, le hurlement de l'autre côté de la porte continua pendant un long moment. » Dans la seconde partie, écrite cette fois à la première personne, c'est une jeune femme palestinienne de Ramallah qui a lu dans le journal l'histoire du viol et du meurtre et qui est frappée par le fait que le drame est survenu 25 ans jour pour jour avant sa naissance. Affectée d'une névrose obsessionnelle, elle ne manque pas d'interpréter comme un signe cette coïncidence et ressent l'obligation de se mettre en quête des archives militaires israéliennes dans l'espoir d'en savoir plus sur cette affaire. Mais sortir de Cisjordanie, franchir les checkpoints, affronter le regard inquisiteur et menaçant des soldats, traverser les territoires palestiniens occupés, la plonge dans un état d'angoisse qui lui fait perdre ses moyens. Tout au long du trajet, elle détermine son itinéraire en ayant près d'elle 2 cartes. L'une de la géographie telle qu'elle est aujourd'hui, l'autre de la géographie telle qu'elle était un siècle plus tôt.
la différence entre les deux, lui révélant les villages et les lieux effacés du paysage. La romancière permet ainsi de rendre compte à la fois des tribulations des Palestiniens, dont tout déplacement devient une épreuve inquiétante et humiliante, et de l'oblitération de leur histoire par la disparition de toute trace de leur présence passée depuis la Nakba. Mais c'est par petites touches, à travers l'expérience de la jeune femme désemparée dont la vulnérabilité psychologique est sans cesse perceptible, que lectrices et lecteurs découvrent cette réalité, jusqu'à la scène finale qui apparaît comme un miroir de la scène inaugurale de 1949. L'expérience du passage d'un checkpoint est ainsi rapportée. Une centaine de mètres plus loin, je m'arrête sur le bord de la route pour reprendre mon souffle. Mon corps tremble. J'essaie de me calmer, mais je ne peux me calmer. La peur s'est installée dans toutes les parties de mon corps, le rendant pratiquement inerte. Oh, comme je suis pitoyable. Je ne sais pas où je suis, mais si je reste ici trop longtemps, ça va commencer à sembler suspect. Le 20 octobre 2023, Adania Shibli devait recevoir son prix à la foire du livre de Francfort, mais les organisateurs décidèrent de surseoir à cette cérémonie en affirmant que l'autrice avait donné son accord à cette décision, ce que son éditeur démentit. Ce retrait marquait en Allemagne le début de l'interdiction de tout ce qui pouvait évoquer l'histoire des Palestiniens. Une pétition de protestation fut signée par 600 personnalités et l'Association des éditeurs arabes se retira de cette fameuse manifestation littéraire. Pour rendre compte de la répression de la dictature sud-coréenne en 1980 et du crime de l'armée israélienne en 1949, ce sont donc deux stratégies narratives qui sont mobilisées. Celui qui revient donne voix à 6 victimes, vivantes ou mortes, torturées ou tuées, chacune avec leur expression propre en faisant jouer les personnes grammaticales. Un détail mineur, élude au contraire la victime pour se concentrer sur l'auteur et ses complices et sur un témoin en puissance, là aussi en contrastant les personnes grammaticales. L'affectivité est omniprésente chez Han Kang, quoique sous des formes différentes. Elle est absente dans la reconstitution du drame par Adania Shibli, mais réapparaît à travers le personnage fragile de l'enquêtrice amateur. Pour chacun des deux romans, qui ont en commun de traiter des violences qui ont effectivement eu lieu, la liberté autorisée par la fiction se double de la richesse de la structure narrative, l'une et l'autre permettant d'accéder à ce que j'ai proposé d'appeler une vérité de l'acte violent et de son expérience. Les sciences sociales, on l'a vu, sont plus contraintes que ne l'est la littérature. Elles le sont parce que révèlent, et tout autant parce que ne révèlent pas, les archives, les documents, les entretiens, les observations, mais aussi par les exigences et les prudences épistémologiques. Car pour les historiens, les sociologues, les anthropologues, ces sources ne parlent pas d'elles-mêmes. Elles doivent être scrutées, interrogées, critiquées. Une archive en dit autant sur son contenu que sur ce qu'auraient pu dire toutes celles, bien plus nombreuses, qui manquent. Un document reflète ce que veut ou pense faire une institution plutôt que ce qu'elle fait. Un entretien présente des biais, des évitements, des silences. Une observation donne à voir une partie restreinte des faits. Chercheuses et chercheurs en sciences sociales doivent donc tenir compte de ce que Gaston Bachelard appelle des obstacles épistémologiques, car, dit-il, la connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres, elle n'est jamais immédiate et pleine. Dès lors, leur écriture de la violence n'a pas la fluidité et la consistance de celle des romancières et des romanciers. Elle s'interrompt, met à distance, révèle des incertitudes, soumet des hypothèses. Il n'est d'ailleurs pas dans ce qu'on attend d'un travail de sciences sociales de proposer seulement une narration. Des éléments de méthode, de contexte, d'interprétation sont nécessaires. Ayant consacré une grande partie de son œuvre à penser la violence, l'anthropologue indienne Veena Das, de l'université Johns Hopkins, a théorisé cette difficulté à la saisir par le langage. Elle l'a fait notamment à travers les traces laissées par la partition de l'Inde. Ce tragique épisode de l'histoire de la péninsule sud-asiatique fait suite à une longue série de tensions et de conflits entre hindous et musulmans,
conduisant ces derniers à demander la constitution d'un État indépendant. En 1947, le Parlement britannique décida la séparation du Pakistan et de l'Inde, provoquant le déplacement de 15 millions d'hindous et de sikhs et de musulmans, de part et d'autre de la frontière, ainsi créée, au Pendjab et au Bengale. Au cours des violences qui ont accompagné ce processus, on estime qu'environ 2 millions de personnes ont disparu, dont plus de la moitié étaient des musulmans, et que près de 100 000 femmes ont été enlevées et violées, dont les 2 tiers étaient des musulmanes. Plaidant contre les descriptions hyperboliques de la brutalisation et pour la reconnaissance de ce qu'elle appelle la pauvreté des mots, Vinadas se dit, je cite, « frappé par le silence autour de la violence subie ou exercée dans le contexte de la partition. » Trop profonde, trop humiliante, trop dévalorisante pour les victimes, la trace laissée ne se donne à lire que dans les interstices du discours, dans des allusions blessantes, dans des attitudes méprisantes. Elle revient ainsi sur l'histoire d'une femme, Manjit, qu'elle a connue dans les années 1970, à l'occasion des noces de son fils. Lorsqu'elle était une jeune fille, cette femme hindoue, originaire de Lahore, dont les 2 parents avaient été tués lors d'émeutes, avait elle-même été victime d'un enlèvement, mais elle avait été secourue par l'armée indienne. Son oncle maternel, chez lequel elle vécut un certain temps, arrangea un mariage avec un lointain parent plus âgé. Convaincu qu'elle avait été violée par des musulmans et qu'on l'avait trompée en la lui faisant épouser, l'homme se mit à la maltraiter, lui tenant des propos dégradants, plus tard la frappant lorsqu'il était ivre, tous abus qu'elle supportait en silence, consciente qu'elle était de sa condition, se préoccupant surtout de protéger ses enfants de l'agressivité paternelle. En effet, jugé trop proche de sa mère, le fils aîné était devenu le souffre-douleur de son père qui refusa son mariage, puis finit par l'accepter, mais chassa sa belle-fille dès la cérémonie terminée, ce qui conduisit le jeune couple à quitter le foyer familial. La belle-mère de Manjit se joignait à son fils pour la déprécier. La trouvant trop fière, elle s'en étonnait devant elle, lui disant que la femme mange l'excrément de l'homme, ce à quoi la belle-fille répondait qu'il ne fallait pas parler ainsi et que c'était de pain qu'elle se nourrissait. Selon Vinadas, ces détails de la vie quotidienne et du langage ordinaire donnent à lire l'empreinte des violences passées dans le mépris ironique du mari, dans le commentaire humiliant de la belle-mère, mais aussi dans la patience de Manjit, qu'elle manifeste, sachant que son passé de martyr de la partition lui impose de subir sans qu'il en soit jamais ouvertement question. Il y a donc 2 formes de violence, dit Vinadas, celle domestique, tristement banale, qui peut être dite et montrée, telles les disputes et les vexations liées au patriarcat, et celle historique, extrême, qu'on doit taire et cacher, telles les femmes promenées nues en procession après avoir été violées. Cette seconde violence, invisible et indicible, se manifestant pourtant dans la première. Une distinction qu'elle met en parallèle avec les 2 formes de vie dont parle Stanley Cavell dans son exégèse de cette notion de Ludwig Wittgenstein, l'une qu'il nomme forme de vie ethnologique, liée à la culture, spécifiant les relations sociales, et l'autre qu'il appelle biologique, liée à la nature commune au monde animal. Et pour Vinadas, la violence domestique relève de la première, la forme de vie ethnologique, donc des relations sociales, et la violence historique de la seconde, c'est-à-dire forme de vie biologique, et donc de la réduction déshumanisante à un monde animal. Alors que l'expérience des victimes a été abondamment étudiée au cours des dernières décennies, celle des auteurs de violences l'a été à un moindre degré. Dans leur enquête auprès de 23 policiers brésiliens qui, après avoir été dénoncés, ont reconnu leur implication dans les tortures et les meurtres sous la dictature militaire instaurée en 1964 au nom de la sécurité nationale avec l'aide des États-Unis et maintenue en place jusqu'en 1985, donc 21 ans, Martha Huggins, professeure de sociologie à l'Union College, et 2 de ses collègues psychologues, a interrogé 14
travailleurs de la violence, comme elle les appelle, et 9 facilitateurs d'atrocités, toujours son expression. Si l'analyse des pratiques les amène, ces chercheurs, à distinguer les tortionnaires, qui utilisent la violence pour supposément obtenir des informations, et les meurtriers, qui mènent des opérations rapides pour éliminer les indésirables, dans la mesure où les premiers doivent nouer, les tortionnaires doivent nouer une relation singulière avec leurs victimes afin de mieux déterminer la technique permettant d'obtenir une confession par la torture. Les seconds agissent de manière impersonnelle et le visage masqué en se contentant d'abattre leur cible. En réalité, dans les faits, parmi ceux qui reconnaissaient leur implication directe, le tiers avait à la fois torturé et assassiné. Autrement dit, cette séparation n'était que très partielle. Le recours à l'entretien dans un format circonscrit d'environ 3 heures, qui contraste avec l'observation et la conversation se poursuivant au fil du temps dans la pratique ethnographique, favorise une lecture objectivante qui tente à prendre pour argent comptant les déclarations des agents. Car il s'agit surtout pour les auteurs de savoir qui sont ces policiers pratiquant la torture et les assassinats, comment ils en sont venus à ces extrémités et quelles justifications ils donnent de leurs actes. On apprend ainsi qu'ils étaient des hommes ordinaires, comme elle le dit, sans passé violent ou psychiatrique, qu'ils avaient été endoctrinés par l'idéologie sécuritaire selon laquelle les forces progressistes menaçaient la stabilité du pays, qu'ils avaient été formés à une culture du secret et de la défiance qui leur inculquait une vision paranoïde du monde, qu'ils développaient à la fois des représentations déshumanisantes de leurs victimes et des justifications morales de leurs actes, qu'enfin ils observaient un ensemble de règles professionnelles parmi lesquelles le respect de la hiérarchie et l'obéissance aux ordres, leurs pratiques violentes étant par ailleurs normalisées par l'histoire de la répression contre les classes pauvres et les populations indiennes. On retrouve là un certain nombre de caractéristiques de ce que Hannah Arendt avait appelé la banalité du mal dans son analyse du procès d'Adolf Eichmann. C'est également ce qu'analysait le psychiatre et anthropologue Richard Rechtman en parlant de la vie ordinaire des génocidaires au Cambodge. Troublante normalité qui contraste avec la représentation usuelle qu'on se fait des monstres. En termes d'écriture, le livre de Martha Huggins montre la différence entre la forme qu'on peut appeler sociologique, même si en l'occurrence elle associe des psychologues, et la forme qu'on peut désigner comme anthropologique, illustrée par l'ouvrage de Vinadas, la première adaptant un certain positivisme dans la description des faits résultant de l'enquête, reprenant les discours des agents et interrogeant peu leurs conditions de production, la seconde procédant par une analyse réflexive, circonspecte sur l'interprétation des mots et prêtant attention aux limites de ce qui est dit et au silence révélant ce qui est tu. Cette différence est certes idéale typique ici, particulièrement marquée dans le contexte des sciences sociales nord-américaines, car on pourrait bien sûr citer des exceptions, notamment dans le contexte français, mais elle caractérise néanmoins 2 manières d'écrire sur la violence. La présentation telle que je viens de la faire, d'une sorte de triangulation de la violence avec des auteurs, des victimes et des témoins, ces derniers pouvant avoir été présents lors des faits ou mener une enquête sur eux plus tard, correspond à une certaine réalité, mais cette distinction entre les 3 positions peut parfois s'effacer ou du moins s'estomper. Lors de la recherche que j'ai menée pendant 4 ans dans une maison d'arrêt française, j'avais ainsi été intrigué par un détenu à la musculature impressionnante qui passait de longs moments à discuter avec les surveillants près du poste de contrôle panoptique de son bâtiment, alors qu'aucun autre prisonnier n'était autorisé à rester dans ce lieu où l'on ne faisait en principe que passer pour se rendre d'une aile à une autre. L'homme, âgé de 27 ans, portait un énorme pansement sur l'œil qui lui donnait un air redoutable. Ayant eu une conversation approfondie avec lui, au cours de laquelle il me confia avoir une longue expérience de cet établissement, j'appris un peu plus tard qu'il y avait été incarcéré dès l'âge de 16 ans pour divers délits, y compris une altercation avec des policiers requalifiés en coups et blessures, à une époque où les adolescents condamnés étaient placés dans les mêmes prisons que les adultes. De corpulence chétive, il était rapidement devenu le souffre-douleur des autres détenus,
Un jour, on l'appela à travers la porte de sa cellule, et s'étant approché de l'œilleton, il reçut un coup d'un objet contondant qui l'éborgna. Depuis lors, il portait le pansement en raison d'une infection locale mal soignée. À la suite de cet incident, il décida de transformer son corps par la musculation, les protéines et probablement d'autres produits, devenant en quelques années ce colosse menaçant que les autres détenus craignaient. Une fois dehors, il fut plusieurs fois condamné pour des délits mineurs à nouveau et incarcéré. Le connaissant de longue date, le personnel manifestait à son égard une certaine bienveillance, l'autorisant notamment à être seul dans sa cellule en raison à la fois de son agressivité potentielle à l'égard d'un éventuel codétenu et d'un certificat médical attestant la nécessité de protéger son infection oculaire. La responsable du bâtiment où il se trouvait, nouvelle venue dans la maison d'arrêt, n'appréciait ni le personnage, ni les privilèges qu'on lui avait accordés. Elle décida de lui imposer la présence d'un autre prisonnier. Il protesta, se mit en colère, refusa de réintégrer sa cellule, annonça qu'il préférait, comme on dit, aller au mitard. Elle appela alors des renforts. 4 surveillants furent nécessaires pour le maîtriser. Une dizaine d'entre eux le traînèrent dans les couloirs jusqu'au quartier disciplinaire, et c'est là qu'il subit l'ultime humiliation de la fouille à nu par 3 agents équipés de la lourde tenue par coup avant d'être placés dans la cellule punitive. Ayant assisté à toute la scène, j'en reparlais peu après avec la directrice adjointe en charge de la détention. Elle me dit regretter la décision de la responsable du bâtiment qui, par sa provocation, remettait en cause tout le travail d'apaisement et de réinsertion qu'elle avait engagé avec cet homme, car, ajouta-t-elle, c'est le système carcéral qui l'a fait. Dans cette histoire traversée par toute une série de violences, il est difficile de distinguer les classiques positions d'auteur et de victime, car l'homme les occupe alternativement, d'abord dans sa relation avec les autres détenus, passant de la seconde à la première après avoir été blessé, ensuite dans sa relation avec l'institution qui punit sa violence en ajoutant la sienne propre. Après notre rencontre, l'homme m'avait donné le texte d'un morceau de rap qu'il venait de composer. Il commençait ainsi. « L'État veut nous tuer avec des années de prison, l'univers carcéral pas si facile que ça, garçon. Douleur perpétuelle, dépression, médicaments et tensions avec l'administration. » Les derniers vers en étaient « Soit t'es fort, soit t'es mort, douleur réelle d'un prisonnier qui encaisse la liberté, je l'observe, et dans ma tête, j'en crève. » Cité dans le livre l'intégralité de ce texte, dont je ne vous ai donné que 2 brefs extraits, était pour moi une manière de faire entendre sans filtre la voix de cet homme pris entre ces multiples formes de violence de l'institution pénitentiaire, des détenus, des surveillants, de lui-même, et d'en restituer à la fois l'expression littéraire qu'il choisit et l'intelligence sociale qu'il manifeste. Et dans certaines circonstances, la violence peut être énoncée par plusieurs voix, alors qu'écrivains, historiens, sociologues, anthropologues présentent souvent un récit unique des événements qu'ils ont produits eux-mêmes à partir des matériaux qu'ils ont rassemblés. Ils innovent parfois en offrant plusieurs récits parallèles. C'est ce qu'a fait Carl Jacobi dans son livre « Shadows at Dawn », les ombres à l'aube, qui, à l'aide de sources multiples, reconstitue le massacre en Arizona le 30 avril 1871 de 144 Apaches surpris au petit matin dans leur campement établi au fond d'un canyon, non loin de la base militaire états-unienne du camp Grant. Tous, sauf 8 des 144, sont des femmes et des enfants, la plupart des hommes étant alors à la chasse. Une vingtaine d'enfants capturés sont vendus comme esclaves au Mexique. Les auteurs de cette attaque sanglante sont 6 colons blancs états-uniens, 48 propriétaires mexicains et 94 Indiens Odham. Cette région montagneuse et désertique, qui n'était pas encore un État, l'Arizona, est en effet au cœur de conflits anciens et parfois d'alliances de circonstances entre ces 4 groupes. Les Odham, dont l'implantation locale est très antérieure à l'arrivée des Européens, les Apaches, dont la présence est probablement très ancienne également, les Mexicains qui se sont installés de longue date dans les vallées et qui sont très majoritaires parmi les colons, les États-Uniens, enfin, derniers arrivés, engagés dans leur conquête de l'Ouest
avec des militaires et des aventuriers. Afin de reconstituer cet épisode tragique d'un thème, dit-il, qui est à la fois le plus familier et le plus méconnu de l'histoire états-unienne, à savoir la violence contre les peuples indiens qui a accompagné la colonisation de l'Amérique du Nord, et afin, explique aussi l'auteur, de corriger l'image caricaturale des Apaches qui apparaissent toujours dans la littérature et la filmographie populaire comme les sempiternels méchants, vaincus par les cowboys et les militaires blancs, Carl Jacobi donc entreprend une plongée dans les archives particulièrement riches sur un épisode longtemps disparu de la conscience états-unienne. Il livre ainsi 4 versions distinctes des faits, mais aussi leur généalogie et leur mémoire. Les O'Dam ont avec les Apaches une longue histoire de vol de bétail, d'enlèvement de femmes, de raids punitifs. Quand un riche éleveur mexicain leur proposa des armes pour attaquer leurs ennemis, ils acceptèrent de se joindre à lui et à ses affidés, et dans la nuit, près d'une centaine d'entre eux encerclèrent le campement, lançant leur assaut meurtrier à l'aube. Les Mexicains, eux, descendants des colons de la Nouvelle-Espagne, se sont trouvés incorporés aux États-Unis après la défaite dans la guerre menée contre le Mexique et la vente de ses territoires septentrionaux. Longtemps, les seuls blancs dans la région ont d'abord développé des missions jésuites aux pratiques brutales, supposément pour civiliser et christianiser les Indiens, puis une présence militaire accompagnant l'occupation des territoires où vivaient les peuples indiens. À la suite d'un raid des Apaches au cours duquel du cheptel avait été volé, un groupe de colons mexicains décidèrent donc de mener une opération punitive en mobilisant leurs alliés indiens. Les États-Unis, enfin, de leur côté, étaient de nouveau venus sur cette frontière occidentale de leur pays, leur armée victorieuse des troupes mexicaines, puis des rebelles confédérés pendant la guerre de sécession, s'étaient engagés dans une politique nationale de paix avec les Indiens, se doublant toutefois de la création des fameuses réserves. Dans cet esprit, localement, le lieutenant commandant le camp Grant avait établi des relations apaisées avec les Apaches, leur donnant des rations alimentaires et favorisant même leur installation à proximité. Mais les colons n'étaient pas satisfaits de cette situation, continuant de voir dans les Apaches des ennemis voués comme les autres Indiens, soit à une extinction spontanée, soit à une extermination programmée, et c'est cette seconde option que certains d'entre eux, s'associant aux Mexicains et aux O'Dam, privilégièrent en organisant le massacre. Quant aux Apaches, confrontés au fil des siècles à l'arrivée des colons espagnols, puis mexicains et finalement états-uniens, s'ils alternaient des raids visant surtout à s'emparer d'animaux et des négociations, souvent menées par leurs femmes avec les autorités locales, ils conservaient surtout la mémoire des exactions commises par les colons. Les zones de paix mises en place par l'administration mexicaine ne leur avaient pas évité des attaques sanglantes, et l'accueil au camp Grant par l'armée états-unienne n'empêcha pas l'hécatombe dans le canyon. Ce sont donc 4 lectures du massacre, de ses origines lointaines et de ses circonstances immédiates qui sont proposées, la première exposant une conflictualité entre groupes indiens instrumentalisés par les colons, la seconde justifiant la dévastation d'un campement de femmes et d'enfants par un simple vol de bétail, la troisième s'inscrivant dans un contexte de conquête territoriale et d'élimination des peuples indiens, la dernière, enfin, celle des survivants, nourrie de la longue expérience de la colonisation, de son racisme et de ses violences. 7 mois après les événements, à la demande instante du président des États-Unis, Ulysses Grant, un procès d'une centaine d'accusés eut lieu. Le juge blanc considéra qu'il s'agissait en fait d'un cas d'autodéfense. Il renversa même l'accusation. Je cite, « Le gouvernement des États-Unis doit assurer à ses résidents indiens, mexicains et américains protection contre les spoliations et les attaques des Apaches. Si de telles spoliations et attaques se produisent de façon répétée sans pouvoir être prévenues par le gouvernement, alors les victimes ont le droit de se protéger elles-mêmes et d'employer la force à cette fin. » Une justification dont on peut encore trouver des échos dans le monde contemporain pour légitimer d'autres massacres. Tous les prévenus furent déclarés non coupables.
À la différence de cette reconstitution par Carl Jacobi des événements survenus au camp Grant, la plupart des faits de violence rapportés par les journalistes, les romanciers, les historiens, les sociologues, les anthropologues le sont dans un récit unique qui s'appuie sur des sources diverses mais présente une certaine cohérence. Cette approche tente à privilégier les sources les plus légitimes, celles des personnes et des institutions qui font autorité, même quand ce sont elles qui ont commis ces violences. Tel est le cas pour les violences perpétrées par les forces de l'ordre, ces dernières bénéficiant souvent de relais syndicaux et politiques bienveillants, d'un appareil judiciaire accommodant et d'un réseau médiatique obligeant. Un homicide commis par le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, auquel j'ai consacré le livre « Mort d'un voyageur », en fournit une illustration. Dans cette affaire, des versions très différentes des faits ont été recueillies par les enquêteurs, et si les magistrats ont retenu celle des forces de l'ordre en rendant au terme d'une instruction de 2 ans une décision de non-lieu, confirmée en appel, puis en rejetant le pourvoi en cassation, il m'est apparu qu'il fallait faire droit à l'ensemble des récits que j'ai pu recueillir par une série d'entretiens et par la consultation des nombreux procès-verbaux d'audition. Cette histoire est tragiquement simple. Quelque part en France, un homme de la communauté du voyage, âgé de 37 ans, est recherché après qu'au terme de sa permission de sortie, il n'est pas retourné dans la prison où il était enfermé pour divers vols commis en récidive, mais sans violence. 6 mois après ce qui est qualifié d'évasion, alors qu'il rend visite à ses parents dans la ferme familiale, une opération d'envergure est engagée par le GIGN, une unité d'élite dont les interventions sont normalement réservées aux prises d'otages et aux attaques terroristes. Cagoulés, casqués, protégés par des gilets pare-balles, armés de pistolets mitrailleurs, de tasers et de grenades, les agents des forces de l'ordre font irruption dans la petite propriété, maîtrisent les membres de la famille en les plaquant au sol sous la menace de leurs armes et se mettent en quête du fugitif qui s'est dissimulé dans un appentis. Ils le cherchent en vain et se préparent à repartir lorsque leur attention est attirée par le bruit d'un objet qui tombe dans le réduit. Quand les gendarmes y pénètrent, ils découvrent l'homme dans l'obscurité et l'abattent de 5 balles dans le thorax, presque à bout portant. Les 2 auteurs des coups de feu et leurs collègues affirment qu'il les a attaqués avec un couteau, qu'ils ont dû faire usage de leur arme en état de légitime défense, non sans s'être auparavant annoncé avoir tenté de le maîtriser à main nue et même avoir essayé de le contrôler par des décharges électriques de 2 tirs de taser. 5 membres de la famille, présents à quelques mètres de la remise, maintenus au sol menottés, assurent pourtant que les coups de feu sont intervenus quelques secondes seulement après l'entrée dans le local, sans qu'il n'y ait eu ni sommation, ni bruit de lutte, ni délai suffisant pour que le déroulement rapporté par les gendarmes soit possible. Comment donc écrire sur ce drame qui, au-delà de sa singularité, s'inscrit dans une certaine banalité des homicides d'hommes jeunes de milieux populaires par les forces de l'ordre, dans la mesure où l'incompatibilité est totale entre les versions des gendarmes, le pluriel s'impose ici car elle présentait de surprenantes variations, et la version de la famille, au singulier car tous ses membres se souvenaient de la même séquence. Pour éviter le point de vue omniscient du narrateur qui rapporte les faits comme il pense qu'ils se sont déroulés, j'ai choisi de juxtaposer les différentes versions en les traitant de la même manière et donc en les reproduisant telles qu'elles s'étaient énoncées par chacun des protagonistes, sans préjuger de qui dit la vérité, ceci à la manière dont Akira Kurosawa filme dans Rashomon le même meurtre commis dans le Japon médiéval, tel que raconté par chacun des 4 suspects. Mes versions sont écrites à la 3e personne pour éviter l'illusion de vérité du « je » et pour au contraire créer la distance nécessaire à la reconstitution. J'en cite 2 extraits correspondant au dernier moment de la victime et utilisant les mots qui sont ceux de chacun des protagonistes. Le père. Un bruit dans la remise. Son fils a dû faire tomber quelque chose. Sûrement, il croyait qu'il n'y avait plus personne et qu'il voulait se déplacer. Un son amorti. Mais les gendarmes l'ont entendu. 2 d'entre eux s'approchent précautionneusement, suivis par 3 autres. Ils ont leur mitraillette à la main. Le père se raidit sur le sol dur de la terrasse. Il voudrait lancer à son garçon « Rends-toi !» Mais il imagine que c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas jouer au héros, ce n'est pas son genre. Les militaires heurtent la porte du cabouin d'un coup sec. Ils entrent, presque immédiatement une salve. Ils vident leur chargeur. Puis un râle, ensuite plus rien.
Son fils n'avait pas d'arme à feu, ce ne peut pas être lui qui a tiré, selon donc les gendarmes. Sans un mot d'avertissement, il n'a rien entendu que les coups de feu, suivis d'une brève plainte. Maintenant, c'est le silence, oppressant. Qu'est-il arrivé à son garçon? Pourquoi ne le font-ils pas sortir s'ils l'ont capturé? Pourquoi ces allées et venues incessantes et ces intrigants chuchotements de gendarmes? L'un d'eux apparaît dans l'embrasure du cabouin. Il tient dans ses mains un tissu couvert de sang. Le père pense reconnaître le maillot de son fils. Il éclate. « Ils ont tué mon petit !» Un militaire lui ordonne de se taire. En entendant la terrible nouvelle, le frère, un peu plus loin, se redresse et hurle de désespoir. Un coup de pied dans les reins le projette vers le sol. Le premier adjudant. Il aperçoit deux collègues qui pénètrent dans une petite dépendance et les entend annoncer leur découverte de la cible. Il s'élance à leur suite. À peine entré dans le local, il constate en effet dans l'éclairage du laser de l'un d'eux la présence d'un homme torse nu, tapi dans l'obscurité, dos au mur, muet, faisant face aux deux militaires qui pointent sur lui leur pistolet. Il entend l'un d'eux crier que l'objectif a un couteau et lui ordonne de le lâcher, mais lui-même ne voit pas l'arme. Ses deux collègues reculent pour éviter d'être blessés. Un autre, entré dans la remise un peu avant lui, sort son taser et fait feu. La décharge électrique tétanise brièvement l'individu, qui se redresse pourtant, arrache les fils de sa main gauche, se jette sur les deux militaires qui lui font face. Une série de coups de feu retentit, puis une autre. L'adjudant discerne mal ce qui vient de se passer. Il croit que son collègue a pris une balle perdue. Probablement un tir fratricide, comme cela arrive parfois. L'homme continue d'avancer, silencieux, menaçant, le bras droit levé. Il se rue vers l'autre gendarme qui lui fait face, le plaque contre le mur, tente de le frapper. Il marche maintenant en direction de l'adjudant qui tire pour le stopper, sans sommation. Une seule balle, à faible distance, dans le plexus. Il voit le sang couler sur la paroi abdominale. L'individu fait encore un pas, puis s'effondre, tête en avant. L'adjudant range son arme. La pièce est à nouveau plongée dans le noir, à l'exception du ray de lumière en provenance de l'entrée que barre en partie la présence de ses collègues. Il entrevoit le corps allongé à ses pieds. Il se penche. L'individu respire avec peine, il gémit faiblement. L'adjudant le retourne et lui passe les menottes. Le but de l'intervention était de l'interpeller, c'est chose faite. Le menottage effectué, il se dit que le type n'est pas loin d'être mort. En suivant cette même démarche d'écriture, j'ai repris le récit de la mère, du deuxième adjudant, c'est-à-dire les deux qui sont accusés d'avoir tiré et tué, puis de la sœur qui suivait un cours lorsqu'elle a reçu un appel annonçant qu'un drame était survenu, du médecin urgentiste qui, en quittant les lieux, informe par radio son collègue de ce que la victime n'avait en fait pas d'arme, du procureur qui se rend sur place pour convaincre la famille de se laisser auditionner, et du journaliste qui publie dans la presse régionale la version du parquet similaire à celle des gendarmes. Autant de perspectives donc qui éclairent la scène de l'homicide conformément à la manière, non pas dont elle s'est déroulée, mais dont chacun dit qu'elle s'est déroulée. Mais fallait-il en rester là, en laissant à la justice le dernier mot? Il m'a semblé qu'au regard des incohérences du dossier et des éléments mis à ma disposition, une contre-enquête était possible. Analysant donc les divergences flagrantes entre les versions des gendarmes, les contradictions entre leurs déclarations et l'autopsie complétée par la balistique, et les altérations par la justice des conclusions d'expertise dans la rédaction de l'ordonnance de non-lieu, j'ai reconstitué la scène telle qu'elle s'est vraisemblablement déroulée. Dans l'obscurité de la remise, les membres du GN, auxquels on avait dressé un portrait inquiétant de l'homme auquel ils devaient s'attaquer, le décrivant comme dangereux, possiblement armé et drogué, ont pris peur en le découvrant soudain dans le faisceau de leur lampe, et deux d'entre eux ont tiré en le voyant se relever pour sortir de sa cachette. Afin d'épargner un scandale à cette unité d'élite, un récit a été rapidement mis au point, que les agents ont mémorisé de manière assez approximative, sans réaliser qu'il serait démenti par les expertises. Tandis que le procureur l'avait immédiatement repris dans une déclaration publique, la juge d'instruction, qui avait manifesté des doutes sur sa véracité, allant jusqu'à mettre en examen les tireurs, était mutée dans une autre juridiction quelques semaines avant de rendre sa décision. Celle qui lui succéda retranscrivit la réquisition du parquet, concluant que les gendarmes s'étaient servis de leur arme en état de légitime défense. Il arrive que des écrits de sciences sociales aient plusieurs vies. Ce fut le cas du livre issu de cette contre-enquête. Il a été joint au dossier présenté par la famille de la victime à la Cour européenne des droits de l'homme.
qu'il a jugé recevable, et il a inspiré la réalisation d'un film imaginant le procès dont le non-lieu a privé les proches. Ce sont là deux autres écritures de la violence. Pour conclure, écrire la violence implique de nombreuses questions et autant de précautions, qu'elles soient de nature rhétorique, méthodologique, politique ou éthique. La littérature s'en empare de manière différente des sciences sociales, mais l'une comme l'autre partage une même préoccupation sur ce qu'on peut écrire et comment le faire, sur les voix qu'on doit rendre audibles et les versions des faits qu'il faut distinguer. Autant d'enjeux délicats et sensibles. Encore me suis-je limité ici à la seule violence physique, celle qui se marque sur les corps ou dans les corps, celle qui, à l'extrême, tue. Je vous remercie.